déjà fait. Bonsoir à tous, désolé pour ce petit retard. La section Jean Jaurès fait sa nue technologique, on passe à la caméra et à l'enregistreur, ce qui explique ce léger différé. Donc c'est la troisième réunion déjà de l'année pour notre section. La première avait eu lieu début octobre autour du thème du renouveau des formes d'engagement politique. Nous avions ensuite reçu Julien Drey et Philippe Corcuff pour débattre du pamphlet de Philippe Corcuff, La gauche est-elle en état de mort cérébrale? Et maintenant, pour ainsi dire, nous changeons de rive, puisqu'on passe à l'étude du Front National avec nos 4 invités que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Nicolas Lebourg, historien, Sylvain Crépon, sociologue, Philippe Cohen, journaliste, et Gaël Brustier, chercheur en sciences politiques. Donc je vais laisser Lucas Demurger introduire l'objet du débat. En ce qui concerne la forme qu'il prendra, il s'agira plus d'une table ronde plutôt que d'un débat magistral. Cela commencera donc par une présentation par Nicolas Lebourg et Philippe Cohen de leurs livres respectifs qui viennent à peine de sortir au sujet du Front National. Ensuite, je laisserai le public réagir, ainsi que Sylvain Crépon et Gaël Brustier. N'hésitez donc pas, dès les présentations finies, à prendre la parole, à la demander, si vous le souhaitez. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc l'idée de départ, en fait, c'était de rebondir sur une activité éditoriale brûlante. En l'occurrence, le livre de Nicolas Lebourg, qu'il a coécrit avec Joseph Beauregard, donc, qui est voilà, celui-ci, Dans l'ombre des Le Pen, aux éditions Nouveau Monde, qui est un livre en fait consacré au numéro 2 du Front National, au cadre du Front National, donc aussi bien Bruno Maigret, Bruno Gollnisch, Louis Alliot, enfin, etc. Il y a toute une succession comme ça de numéro 2 de Jean-Marie Le Pen jusqu'à Marine Le Pen d'ailleurs. Et une nouvelle biographie de Jean-Marie Le Pen, coécrite par Philippe Cohen ici présent et Pierre Péan. Donc Le Pen, une histoire française, publiée chez Robert Laffont, qui a déjà soulevé un certain nombre de polémiques. Malheureusement, d'une certaine façon, mais en même temps, ça provoque le débat, c'est aussi une bonne chose. Je rappelle également les ouvrages de Sylvain Crépon et de Gaël Brustier. Donc Sylvain Crépon est lui-même un spécialiste du Front National, et il a récemment publié en 2011, je crois. 2012 aussi, il y a quelques mois. D'accord. Donc une enquête au cœur du nouveau Front National, donc en l'occurrence le Front National de Marine Le Pen, étudié d'un point de vue sociologique, qui compose ce nouveau Front National, donc aussi bien les cadres que les militants. Voilà, quel est le nouveau profil du Front National? Y a-t-il un nouveau profil d'ailleurs? Et Gaël Brustier, lui, a publié en 2011, cette fois-ci, c'est ça? Je peux prendre. Merci. Avec Jean-Philippe Huellin, un livre qui s'intitule Voyage au bout de la droite aux éditions Mille et une nuits, qui est alors là une analyse plus globale de la droite française, et européenne aussi d'ailleurs. Voilà. Et qui notamment pose la question de ce qu'on appelle désormais dans les médias la droitisation de la droite française sous la pression de l'extrême droite du Front National. Donc d'ailleurs la question qu'on peut se poser, voyage au bout de la droite, est-ce qu'au bout de la droite, est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement le Front National? Que le Front National grignoterait petit à petit le corpus idéologique de la droite française. C'est une question, je n'ai pas la réponse. Donc le débat que nous organisons, cette table ronde, pas très ronde d'ailleurs, s'inscrit aussi dans un certain contexte politique. Bon, inutile de le rappeler, mais je le fais quand même. Marine Le Pen a remporté un certain succès, voire un succès certain aux élections présidentielles, aux dernières élections présidentielles, près de 18% des suffrages, ce qui est énorme. Et la question qui se pose notamment à la gauche, et notamment au Parti Socialiste, c'est que faire, comment faire pour endiguer cette progression qui
semble assez irrésistible pour l'instant. Enfin, en plus, certaines thématiques du Front National ont été reprises par la droite, pour le dire vite, la droite de Patrick Buisson. Donc la question qui se pose à la gauche, et à nous militants du Parti Socialiste, c'est comment faire. Je reprendrai le constat que fait Philippe Cohen en ouverture de son livre. Manifestement, la diabolisation de Jean-Marie Le Pen, la diabolisation ancienne manière, a échoué. Donc, comment faire désormais ? Comment faire également face à un Front National qui a peut-être changé et qui, du coup, deviendrait encore plus dangereux ? Voilà. Est-ce qu'on est encore dans le cadre de la vieille extrême droite française, ou est-ce qu'au contraire, le Front National est en train de devenir une sorte de parti populiste à l'européenne, un peu comme dans les pays nordiques, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il est moins dangereux, mais ce qui oblige peut-être à le combattre différemment. Là aussi, je n'ai pas la réponse, on va en parler certainement pendant le débat. Voilà, donc la soirée va tourner autour de ces questions. Le Front National de Marine Le Pen, le Front National marinisé, qu'est-ce que c'est ? Qui c'est d'abord ? Qui sont les militants et les cadres du Front National ? Quel est le corpus idéologique de ce Front National relooké ? Pour faire un peu mon cagneux, je dirais Front National, rupture et continuité. Voilà, c'est un peu ces questions assez énormes quand même que nous allons brasser ce soir. Et comment est-ce que la droite française, elle aussi, réagit face à ça ? Est-ce que ce phénomène de droitisation, tel qu'il est, soit dénoncé, soit instrumentalisé dans les médias, est-ce qu'il renvoie à une réalité très précise ? Est-ce que, voilà, on va parler de tout ça. Est-ce que la droite décomplexée de Jean-François Copé, est-ce que c'est une version, je dirais, plus honorable, entre guillemets, du Front National de Marine Le Pen, etc. Est-ce qu'il y a des porosités entre l'UMP, la nouvelle UMP, et le nouveau Front National, pour le dire de façon un peu caricaturale. Et puis, je pense qu'on parlera aussi, enfin, on évoquera la question qui concerne le premier chef, c'est comment parler du Front National, en fait. Est-ce qu'il est possible de parler du Front National de façon, je dirais, calme, efficace, ou est-ce que c'est encore un sujet qui, en France, provoque un certain nombre de réactions qui tentent à empêcher toute discussion rationnelle et tout débat. Philippe Cohen, en ce moment, en fait l'amère expérience. Au vu des réactions suscitées par la publication de son livre, réactions qui viennent surtout de la gauche, hein, on peut le dire, enfin, de la gauche médiatique en tout cas, voilà. Mais aussi au sein du Front National, hein, puisque là aussi bien Philippe Cohen que Sylvain Crépon. Sylvain, je crois que tu as mis sur Facebook là, il n'y a pas longtemps que Marine Le Pen t'en voulait. Oui. Ça c'est banal, ça. D'accord. Ça devient un galon qu'il importe d'afficher. Oui. D'accord. Bon, Philippe, j'espère que toi aussi, alors tu es blacklisté par Marine Le Pen. Ne vous inquiétez pas, j'ai la Légion d'honneur. Alors voilà, on va commencer par... nous allons proposer à Nicolas Lebourg et Philippe Cohen tout simplement de vous présenter leurs ouvrages respectifs qui viennent donc d'être publiés. Et puis ensuite, la discussion se fera entre Philippe, Gaël, Sylvain, Nicolas et puis vous. N'hésitez pas à prendre la parole. Voilà. Si on pouvait, malgré la configuration de la salle, essayer d'abolir un peu la distance magistrale, professorale, le temps d'une soirée, ce serait pas mal. Voilà. Bonne soirée. C'est moi qui commence. Bon, disons que, en effet, autant que... Je vais vous parler autant de l'accueil suscité par mon livre et des réflexions qu'elle suscite que de mon livre lui-même. Bon, je suis d'ailleurs, je dois vous dire, agréablement déboussolé ce soir, au sens où ça fait depuis le 15 novembre que j'ai dû, avec Pierre Péan, parcourir un certain nombre de plateaux, de réunions publiques, puisqu'on était en province, à Toulon, à Strasbourg, etc. Et au fond, ce soir, c'est la première fois que j'interviens
et qu'avant que j'intervienne, on ne me dit pas « Mais au fond, est-ce que votre livre ne réhabilite pas Jean-Marie Le Pen ?» Donc je suis un peu déboussolé parce que du coup il faut presque revoir la copie. Non, ce que je veux dire, c'est que en fait cet accueil du livre, bon, il a dit effectivement il y a eu, alors là c'est pour me garder sur ma droite, il y a eu une page de Jean-Marie Le Pen dans Le Point d'une violence très grande, dans lequel il annonce qu'il va faire un procès contre le livre, notamment sur le démontage, si vous voulez, du système financier interne au Front National tel qu'il est décrypté assez longuement dans le livre. Mais les attaques dont on a le plus entendu parler, même si elles ne sont pas au fond si nombreuses que ça, ce sont celles qui viennent, je dirais, d'éditorialistes de gauche et qui consistent à dire, au fond, ce livre est un blanchiment, c'est des mots qui ont été employés, une réhabilitation de Jean-Marie Le Pen, parce que finalement, elle concourt à dire au lecteur que sa vie n'est pas telle qu'on la croyait exactement, etc. Bon, en fait, je dirais que, au fond, si on regarde au cours de ces 30 dernières années, on a construit autour de Le Pen une légende noire. On appelle une légende noire, c'est-à-dire c'est un type qui est né, qui dès son enfance était Le Pen, quoi. C'est-à-dire qu'il était méchant à l'école, il était nécessairement, si vous voulez, facho de la fac, issu de la France-France. Son père lui-même était un ultra-pétainiste, puis ensuite il est devenu tortionnaire, théoricien nazi, antisémite évidemment, raciste, etc. Bon. Donc cette légende noire forme un bloc, en quelque sorte, et c'est vrai que quand on entreprend une démarche biographique, c'est pas forcément pour réciter tout ça, parce que ça c'est pas une enquête biographique, c'est un catéchisme antifasciste, je dirais. Bon. Donc nous, on a essayé, parce que sinon c'est pas la peine de le faire, d'enquêter sur Le Pen avec un principe qui manifestement ne passe pas. Comme vous savez, on disait toujours ce truc qui ne passe pas, tout ça. Voilà, il y a un truc qui ne passe pas, c'est le fait de considérer Le Pen comme un sujet d'enquête comme un autre. D'ailleurs, sur Europe 1, il y a même une journaliste qui a dit « Mais vous avez regardé ce livre ? Il y a dedans un cahier photo dans lequel il est présenté comme un homme politique normal. » Alors, je sais pas, il fallait le montrer comment. Alors, pourtant, il y a une photo avec un chien où il a l'air pas du tout gentil, mais en dehors de ça. Donc, voilà. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut considérer Le Pen, et c'était notre parti pris, en pensant pour des tas de raisons qu'on serait mieux entendu, et notamment par tous ceux que Le Pen peut influencer, en reprenant finalement Le Pen comme un objet d'enquête tout à fait banal. Et que la question qui nous intéressait, au fond, il y a deux questions qui nous intéressaient principalement dans ce livre, elles sont très simples. C'est, en réalité, on ne naît pas facho, hein, on le devient éventuellement, et que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Le Pen est devenu Le Pen. Est-ce qu'il était programmé pour ça, comme souvent on nous l'a présenté, trop souvent je trouve, ou est-ce que il y est arrivé par un ensemble de circonstances, lesquelles, de rencontres, d'histoires, et notre livre c'est tout ça au fond. Hein, avec, évidemment, du coup, on est amené à mettre en exergue, si vous voulez, des sortes de pépites. Par exemple, Le Pen et mai 68, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Le Pen, il va sur les barricades, il encourage, et lorsque des gens viennent le chercher pour faire partie des sacs qui vont s'opposer aux étudiants et aux grévistes, eh bien, il leur dit non, moi je veux vraiment pas me mêler de ça. Juste après mai 68, Le Pen retourne à la fac en sciences politiques, il fait un mémoire. Le titre de son mémoire, c'est un mémoire d'ailleurs assez intéressant, que j'ai relu entièrement. C'est un mémoire sur l'anarchisme politique en France.
qui finit par une citation élogieuse de Albert Camus. Alors évidemment, quand on a des éléments comme ça, ils sont contradictoires avec une certaine image qu'on a du personnage. Mais c'est ça qui est... Moi, je dirais que pour moi, la biographie, l'histoire, c'est ça. C'est de voir comment, finalement, un homme devient ce qu'il devient. Et en général, forcément, quand on va, excusez-moi pour le mot, parce que là aussi c'est devenu un gros mot, quand on va dans le détail, on s'aperçoit que, forcément, on va complexifier le personnage. Bon. Et ça ne convient pas. Et c'est ce qui est intéressant du point de vue des gens de gauche, c'est de voir pourquoi c'est intolérable, pourquoi c'est inacceptable, et pourquoi immédiatement, dès que vous faites ça, c'est-à-dire dès que vous polarisez sur le personnage de cette façon-là, eh bien, on vous range auprès de ce qu'on pourrait appeler, vous devenez une sorte d'hérésie imaginaire, c'est-à-dire vous devenez un hérétique, hein, mais un hérétique imaginaire parce que, en réalité, il ne dit pas du tout ce que l'on dit qu'il dit. Je vais m'expliquer là-dessus. Deuxième, on a dit comment Le Pen est devenu Le Pen, et surtout, et là on rejoint la question politique, c'est comment ce diable d'homme, ce diable de la République qu'il est devenu, a réussi finalement en 30 ans à transmettre un patrimoine politique en relativement bonne santé à sa fille. Je pense que Marine Le Pen, en 2012, est en bien meilleure position que Le Pen, on va dire, en 1988, ou même 85, c'est après le détail, donc il est déjà intégré. Mais qu'en 85, comment, malgré tout ce qu'il a fait, malgré ses provocations, malgré le rejet qu'il a provoqué, malgré les énormes manifestations de 2002, comment est-il possible qu'il soit parvenu à transmettre de manière aussi presque plus ou moins harmonieuse, on va le voir, ça on pourra en discuter, ce patrimoine politique entre les mains de fascistes. Bref, pourquoi le lepénisme, finalement, a vraiment de l'avenir aujourd'hui, enfin, ou le post-lepénisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, peut-être c'est le post-lepénisme qu'on vient mieux que le lepénisme, on pourra en discuter, mais a finalement encore un avenir. Et cette démarche, c'est une démarche, je dirais, qui est, sans faire mon cagneux, malheureusement, moi je me suis engagé politiquement très jeune, j'ai mis des lycéens en grève contre Ordre Nouveau, j'ai donc une légion d'honneur antifasciste depuis l'âge de 16 ans, je peux vous le dire, mais disons que je n'ai pas pu faire caille malheureusement, et sans faire mon cagneux, je dirais que cette démarche, elle est refusée. Le Pen, au fond, doit rester Le Pen, et il y a quelque chose qui me... je me rappelle, il y a un truc énorme que personne ne voit au fond à gauche. Pendant des années, nous, je dis nous parce que moi aussi sans doute je l'ai fait, nous avons manifesté avec le slogan et F comme fasciste et N comme nazi, à bas le Front National. Bon, je le dis sans chanter, c'est une messe donc non chantée. Et en réalité, en même temps que ça, tous les historiens, même les plus à gauche, hein, même les plus engagés, qui écrivaient sur le Front National, expliquaient que Le Pen n'était pas un fasciste et que le Front National n'était pas un fasciste. Mais cette lecture-là est une lecture qui était impossible. Il devait être fasciste, nazi, antisémite, raciste. Et ça, c'est une sorte, si vous voulez, de dogme qui fait qu'aujourd'hui, il y a une telle réaction, je pense, à notre livre. Alors, pour aller un petit peu plus loin, et je vais rapidement terminer, on peut se poser des questions. Donc, si vous voulez, il y a aucune... Quand on dit, par exemple, Péan et Cohen, ils ont fait ce livre pour réhabiliter Le Pen, on n'ouvre pas le débat, comme vous avez dit au début, on essaie de le fermer, au contraire. Hein, parce que ouvrir le débat, ça serait de dire, écoutez, ces gens-là sont peut-être pleins de bonnes intentions, mais finalement, à travers leurs écrits, on comprend que Le Pen, finalement, est un gars un peu trop sympathique, et sans le vouloir, finalement, il donne de lui une image qui est dangereuse et qui, finalement, peut le servir.
si on était critiqué de cette manière-là, on pourrait tout à fait répondre, je ne manquerai pas d'arguments, mais ce n'est pas ça qui nous est opposé. C'est si vous n'êtes pas d'accord avec la légende noire de Le Pen, eh bien vous êtes un lepéniste. Vous êtes un lepénisé. Et on n'est pas les premiers à qui ça arrive. On a dressé d'ailleurs dans le livre une liste de Jean-Marie Domnac, que vous n'avez pas connu parce que ça c'était plutôt dans les années 80, je crois. Paul Lyonnais, Emmanuel Todd, jusqu'à Laurent Bouvet, et plein d'autres ont été stigmatisés de cette façon-là. Même en politique, je dirais que... Enfin, ça c'est un autre... On y vient un peu tard. Donc, si on n'adhère pas à la diabolisation, on est soi-même contaminé par le lepénisme. Il me semble d'ailleurs significatif que dès qu'il s'agit du Front National et de Le Pen, le vocabulaire, la sémantique, moi, m'a toujours passionné. D'ailleurs, j'ai fait des études de linguistique, même si je n'ai pas pu faire Cagne. En fait, on est dans un système sémantique sanitaire. C'est-à-dire, le lepénisme est un virus. On parle de cordon sanitaire. Hein, on parle de lepénisation des esprits. C'est des processus qui rappellent des processus qui renvoient en fait à la santé. Hein, c'est assez intéressant. Donc, et si le livre, je pense, suscite de l'hostilité, c'est que, pour partie, parce qu'on a quand même eu pas mal de gens qui nous ont rendu hommage, hein, y compris de gauche, je pense je sais pas, à Michel Field, à Bourlange, à Éric Nolot, etc. Si le livre s'attaque à une mythologie construite par la gauche, les conséquences de cette mythologie sont essentielles pour le combat d'aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un livre en ce sens-là, c'est un livre d'histoire immédiate, c'est pas un livre simplement sur le passé. Pourquoi ? Parce que le phénomène de la diabolisation n'est pas resté cantonné au personnage Le Pen. Il a rapidement pris deux autres dimensions. C'est-à-dire que première dimension, tous ceux qui parlent des thèmes de Le Pen sont lepénisés à leur tour, c'est-à-dire que interdit de parler de la sécurité, interdit de parler de l'immigration, voire interdit de parler de la mondialisation, puisque ce sont des thèmes lepénistes et utilisés par Le Pen, donc finalement, si on parle la même langue que lui, si on le fait, ça vous paraît, je veux dire, bon, je ne suis pas de vocation particulière à défendre Arnaud Montebourg, mais lorsque, par exemple, en septembre, il a évoqué le problème de l'appel, vous savez, une PME française par la région Île-de-France comme sous-traitance, il s'est fait traiter de xénophobe. Hier, lorsque il a évoqué son attaque contre Mittal, la réaction des Échos a été de faire un éditorial, là aussi, dans lequel il est taxé de xénophobie, si vous voulez. Donc vous voyez que ce débat-là a des prolongements qui sont très importants. Donc les thèmes du Front National, c'est-à-dire qui correspondent au fait que, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, le premier qui a parlé des questions de sécurité et d'immigration en France, c'est Le Pen dans les années 80, et la réaction, malheureusement, de la gauche a été de dire « ça n'existe pas ». A été de dire comment on appelait ça, il y avait un concept là-dessus, c'est l'insécurité, le sentiment d'insécurité. En tout cas, le sentiment d'insécurité. J'avais à l'époque, d'ailleurs en 98, fait un long développement dans un livre qui s'appelait « Protéger ou disparaître », qui essayait de pilonner justement cette réaction. Et puis la mondialisation, c'est vrai que Le Pen dans les années 80, ce n'était pas du tout son truc, il était au contraire, il se présentait comme le Reagan français, et donc il était tout à fait ultra-libéral. Mais très vite, au début des années 90, lorsqu'il comprend que son électorat se prolétarise et change sociologiquement, parce qu'au départ c'était un électorat plutôt bourgeois et petit bourgeois, eh bien il se lance là aussi dans une diatribe contre la mondialisation.
Alors, il n'a pas été le seul, Marianne aussi, Tony Truet contre la mondialisation, Chevènement aussi, mais le problème, c'est que lui a réussi à en faire un capital électoral et à donner l'impression à toute une partie de l'électorat, et notamment de l'électorat populaire, qu'il était finalement qu'il était le seul à avoir développé vraiment ces termes. Hein. Bon, donc, voilà. Et deuxième chose, je crois, qui explique la violence des réactions par rapport à notre livre, c'est que d'une certaine façon, on a mis le doigt, notamment dans les chapitres concernant Mitterrand et Tapie, sur le fait que le lepénisme n'était pas qu'une construction de Le Pen, mais que c'était une coproduction politique, et que la diabolisation, on peut situer son origine. Nous, on la situe dans les jardins du Quai d'Orsay, dans une discussion qui a lieu à l'époque entre François Mitterrand et son ministre Dumas, hein, puisque c'est à ce moment-là que se met en branle une machinerie absolument formidable, qui fait que d'un côté on donne la proportionnelle, ce qui permet au Front National d'avoir 35 députés en 1986, en instaurant une proportionnelle massive, et en même temps, on lance SOS Racisme, organisation censée mobiliser les jeunes et diaboliser Le Pen, de manière à rendre finalement l'alliance entre la droite et l'extrême droite, et la fusion de ces deux électorats, impossible. Pari magnifiquement réussi par François Mitterrand, qui permet sa réélection en 1988, mais donc peut-être, aujourd'hui, nous payons encore, en quelque sorte, à crédit ce processus, on pourrait en parler. Bon, voilà, je voudrais finir simplement en disant deux choses. Qu'au fond, la diabolisation, c'est pour moi l'histoire de l'abandon du peuple par la gauche, parce que c'est vraiment à ça qu'elle correspond, et l'abandon de la nation par la droite. Et c'est ça qui a ouvert le boulevard finalement politique dont bénéficie encore aujourd'hui Marine Le Pen dans des conditions qui ont pu s'être transformées avec la crise et tout ce qu'on connaît. Et comme je suis un orwellien de toujours, je voudrais finir par une citation d'Orwell que j'ai retrouvée très récemment et qui dit des choses qui restent, à mon avis, en grande partie valables. L'actuelle généralisation de la pensée fasciste ne doit-elle pas être attribuée dans une certaine mesure à l'antifascisme de ces 10 dernières années et à l'absence de scrupules qui l'a caractérisé? Voilà. Alors, je vais enchaîner. Je voudrais rebondir sur une chose ou deux, et puis être un peu bref, pour qu'on puisse bien discuter. Sur la question de la diabolisation, je vais me permettre de rebondir sur ce que disait Philippe. C'est quelque chose d'important, la question de la diabolisation et du rapport, effectivement, à cette étiquette fascisme. Je n'ai pas fait caille non plus, je te rassure. Par contre, j'ai eu l'occasion de faire un doctorat il y a quelques années qui m'a amené à pas mal travailler sur la question du fascisme et du rapport entre fascisme et extrême droite. Et bien évidemment que Le Pen n'a rien de fasciste. Hein, le fascisme, avec sa volonté de production d'un homme nouveau, avec son nationalisme impérialiste, etc., on ne trouve rien de ces items dans ce qu'on pourrait nommer le lepénisme. Néanmoins, une chose qui est importante, dans la pensée de la gauche française, la question du fascisme a un rôle particulier. On voit bien en 1934, le 6 février 1934, dont tout le monde a entendu parler, bien évidemment. Si vous avez fait des études, vous savez que c'est une déstabilisation par des droites autoritaires d'un gouvernement. Si vous en avez moins fait, vous avez peut-être ce mythe en l'esprit d'une tentative de coup d'État fasciste, la manière dont le vivent sur le moment les gauches françaises. On oublie complètement que le Parti communiste français et ses satellites appellent à manifester contre les voleurs le 6 février 1934. Il fait partie des manifestants. Ça, on le passe complètement à l'as. Mais le mythe antifasciste, là, est mobilisateur. La guerre d'Espagne, dans un autre ouvrage que celui-ci que j'ai fait, qui s'appelle Mort au Bolcho, on parle, c'est quelque chose de très mobilisateur, la guerre d'Espagne. Ça saisit toute l'opinion publique française. Dans la guerre d'Algérie, on va ressortir encore cette image du fascisme. Et ça, à chaque fois, la gauche arrive à faire corps sur ce concept, sur ce marqueur du fascisme. C'est une manière à gauche, quand on est en désaccord sur tout, ce qui est le principe de la gauche française, hein, les deux gauches, ça ne date pas d'hier. Et puis deux, je crois que c'est une courtoisie, c'est un peu comme les trois droites, en fait, c'est un peu plus balkanisé que ça.
on se rassure, on restaure notre unité et on se retrouve bien évidemment si on a le monstre brun face à soi. Alors, ce monstre-là, nous effectivement, on s'est dit avec mon camarade Joseph Beauregard qu'on s'y intéressait, mais qu'on s'intéressait par ces numéros 2. Pour diverses raisons, on avait aussi fait une bio, un livre et un web documentaire qui est toujours disponible sur les sites du Monde et de l'INA, pour ceux que ça intéresse, sur François Duprat, qui est le premier grand numéro 2 du Front National. Et on a eu, sur cette biographie, on n'a pas eu les mêmes problèmes que Philippe, parce que la personne n'est pas aussi passionnelle. François Duprat, c'est pas un nom aussi connu, donc ça ne provoque pas ces réactions-là. On a eu une critique très simple, on n'a que des bonnes critiques. Au niveau humain, beaucoup de gens nous ont dit, mais c'est bizarre, parce que Duprat, lui, se reconnaît comme fasciste, et c'est un fasciste. Il reconnaît son antisémitisme. On gagne un temps fou avec François Duprat. Hein. Il dit fasciste, il dit antisémite, c'est très pratique. Donc, on y va. Par contre, effectivement, dans la biographie, on a vu la volonté de le montrer de manière globale comme il est mort. Il a été assassiné en 1978 dans un assassinat jamais élucidé. On a voulu le montrer comme un homme assez complet. Donc on allait voir sa famille, on allait voir ses amis, etc. Et beaucoup de gens nous ont dit, mais quand même, ça met très mal à l'aise, parce que cet homme dit des horreurs antisémites et fascistes, et puis c'est un très bon ami, c'est un très bon oncle avec ses nièces, etc. Et oui, tout à fait, c'est un être humain. Et c'est ça qui effectivement gêne souvent. Alors c'est l'aspect le plus intéressant, bien évidemment, parce que si vous êtes sur l'idée de la pure peste brune, vous ne comprenez pas pourquoi un certain nombre de vos concitoyens, de vos compatriotes, de vos cousins, et voire même de vos beaux-pères, votent pour un tel individu, votent pour eux. C'est ce creux-là, moi, qui me paraît intéressant. C'est un creux intéressant parce que les Le Pen, et je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table, qu'on peut mettre le pluriel, les Le Pen ne sont pas d'idéologues, ils n'ont pas d'idéologie, ils ont des réactions, fondamentalement, et ils n'ont pas le goût de l'organisation. L'absolu opposé d'un Le Pen, c'est un Lénine. Donc ils ont toujours trouvé des gens pour s'occuper de faire ce travail-là à leur place. Lorsque Le Pen commence avec le Front National, à la demande d'Ordre Nouveau, qui va le chercher, il est sur un simple anticommunisme très classique, jusqu'à ce que, justement, Duprat explique que sur la question de l'anticommunisme, on n'arrivera à rien, parce qu'il y a une autre offre politique qui existe, qui est beaucoup plus crédible. Vous avez le RPR qui est là, vous avez Giscard qui est président. Pourquoi diable aller voter pour un groupuscule qui fait que votre voisin va vous traiter de nazi, justement? Il faut bien voir que lorsqu'on pense aux militants du Front National, cette question-là est aussi d'importance. Chaque point de détail, quand on en discute avec les différents secrétaires généraux du Front National, chaque point de détail, c'est payé par des centaines de cartes renvoyées, déchirées, avec des gens disant « je ne veux pas me faire traiter de nazi par mon voisin hein ». Donc c'est quelque chose qui est durement vécu. Et Duprat, qui lui est un fasciste, comprend très bien, il invente une formule qui glisse à Le Pen, et que Le Pen n'oubliera jamais, vous la connaissez tous, c'est les lecteurs préfèrent toujours l'original à la copie. Et dit on va les dénoncer socialement à l'immigration, montrer ce coût social de l'immigration pour mordre ce lectorat populaire. Le Parti communiste est soucieux depuis quelques années de cette même question, hein, mais lui, sans l'aborder de la même manière. Il y a des choses qui sont passées en Angleterre et en Suisse sur ce modèle-là. Et la droite devra, pour récupérer ses voix, s'entendre avec nous. Donc nous ne serons plus, effectivement, des parias. Et alors il y a tout un désir de communication qui est fait ainsi. Alors j'avais noté la page, et je l'ai bien évidemment paumé. Ça n'est pas grave. Où il donne des consignes internes, et des courriers internes qui sont adressés aux militants, leur disant qu'effectivement, tout discours raciste est prohibé, qu'il n'y a qu'un seul discours, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés, etc. Et pareil, dans la documentation interne du Front National, on voit qu'en 2002, la campagne que fait Jean-Marie Le Pen, c'est largement les notes que lui procure à ce moment-là Louis Ayot, qui est depuis devenu le compagnon de sa fille, et qui explique qu'effectivement, il faut se défaire d'images de l'extrémisme, il faut mettre en avant la question de la laïcité, etc. Toutes ces notes-là vont profondément marquer le parti. Le Front National, c'est un parti dont on peut se demander s'il existe. Quasiment. Parce que lorsqu'on y regarde, ces scores sont peu dus, en fait, aux campagnes justement qu'il mène. C'est souvent, quand on parle dans la sociologie du vote frontiste, on se rend compte que c'est très produit comme vote. C'est un parti qui est un parti de la demande sociale bien plus que de l'offre politique. Marine Le Pen peut, avec Florian Philippot, produire un programme en 3000 pages avec des alinéas par centaines. Je ne crois pas que ce soit ça qui fera quoi que ce soit. Il y a une demande sociale qui utilise le marqueur frontiste. Donc là, il y a des choses qui sont intéressantes, et pour que ça fonctionne, on a effectivement une marque Le Pen, qui est une marque très très forte, avec une machinerie du Front National
qui a su produire effectivement des tribuns charismatiques. Et on voit aujourd'hui qu'on peut prendre une demoiselle de 22 ans avec un joli sourire, on met la marque Le Pen dessus, on a une députée à l'Assemblée nationale, c'est absolument extraordinaire. Je conseille aux jeunes gens qui sont là de s'appeler Le Pen, même s'ils veulent faire carrière en politique. Manifestement, c'est une marque qui a une importance, un facteur d'impact absolument extraordinaire. Donc voilà, je crois que c'est assez complémentaire nos approches. L'espèce comment dire, tu parlais quasiment d'un tabou sur les Le Pen. Je crois qu'on sera d'accord que quelque part ça les renforce. Après on peut l'aborder de différentes manières, mais quelque part ça les renforce. Les Le Pen sont un objet ordinaire. Et lorsque la gauche dira qu'effectivement F comme fasciste, N comme nazi, permet de leur donner l'image de l'antisystème, elle aura fait un grand pas. On a fait une erreur terrible, à mon avis, dans le cordon sanitaire, qui a été le système politique français, dans son entier, droite et gauche, a dit effectivement nous allons récupérer les thèmes et mettre un cordon sanitaire sur les hommes. Moi je préfère 3 députés Front National qui déposent un amendement plutôt que dire yaka, et les idées du Front National qui ne rentrent pas au gouvernement, qui ne rentrent pas dans la production législative réelle. C'est pas les mêmes stratégies. Tandis qu'on voit bien depuis quelques années que les idées du Front National vont dans la société française, vont dans la scène politique française assez loin, et que justement on se donne bonne conscience en disant mais vous voyez quand même, on n'est pas alliés avec eux, on tient le discours, mais attendez les gars, on leur serre pas la main à la buvette. Il y a une hypocrisie assez fantastique. Le FN c'est effectivement une coproduction, pas que de la classe politique, donc arrête ces questions-là, ce marqueur antifasciste, et des médias, et de la société française. Il y a la meilleure affiche du Front National, j'aurais envie de vous dire, moi qui aime beaucoup donc, les affiches politiques, c'était une vieille affiche du FN à l'époque Maigresse et mémoire est bonne, disant le Front National c'est vous. Bah oui, le Front National, c'est effectivement nous, c'est une production de l'ensemble de la société française. On n'a pas un parti d'extrême droite qui parvient à cristalliser une partie de l'opinion publique, à représenter une partie du peuple souverain pendant 40 ans, sans qu'on puisse se poser des questions, à tant soit peu, sur les structures de la vie politique française. Les structures que l'on accepte, on est invité, pardonne-moi Lucas, dans la section d'un parti politique. Je crois que la vie politique française s'est beaucoup accommodée, effectivement, et je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, Gaël aussi, c'est beaucoup accommodé de la position du Front National. Puis voilà, je repasse la parole. Merci Gaël, Sylvain, si vous voulez réagir. Tu veux. Je commence et puis tu prolonges. Alors, bon, là, on a vu 2 démarches qui étaient en quelque sorte historiques, une biographie et puis une histoire des numéros 2. Je vais essayer de prolonger ce qu'ont dit Philippe et Nicolas sous un angle sociologique. Bon, pour en avoir un petit peu discuté avec tous les deux, on est d'accord sur pas mal de points. Moi, j'ai commencé moi, ça fait bientôt 20 ans que je travaille sur le Front National et que je travaille à partir d'enquêtes de terrain. Voilà, je prends mon petit magnétophone, je vais sur place, je regarde comment ça se passe, j'assiste à des collages d'affiches, des distributions de tracts, j'interviewe les leaders, les meetings, etc. Et je vais vous raconter une petite anecdote quand même personnelle avant de vous parler un petit peu ma recherche. Comment je me suis intéressé au Front National. Parce que c'est aussi une question pourquoi nous on s'intéresse à cet objet et finalement pourquoi un chercheur va faire du terrain d'enquête sur ce parti politique. Je pense que c'est aussi une question qui mérite d'être posée. En fait, moi je me suis retrouvé, j'étais étudiant en sociologie, plus précisément en anthropologie de la France à l'université de Nanterre, et je me suis retrouvé, maintenant on dit Master 1, à l'époque on disait maîtrise, à devoir faire un sujet de mémoire. Et j'avais absolument aucune idée de sujet de mémoire, j'en ai parlé avec un enseignant, et qui me dit, il y a les jeunesses du Front National ou de l'extrême droite, il n'y a rien qui a été fait dessus. Ça m'intéressait absolument pas. Et je croise une amie avec qui j'étais au lycée, que je n'avais pas revue depuis des années, quelques jours après. On se demande qu'est-ce que tu deviens, où tu en es. Je lui raconte où j'en suis, que je fais un master, que je cherche un mémoire de maîtrise, que je cherche un sujet de mémoire.
Et je lui explique tous les sujets de mémoire que j'ai évoqués avec ce professeur. Et je lui dis les jeunes militants d'extrême droite ou du Front National. Et à ce moment-là, elle me dit « Ah, mais ma meilleure amie est au Front National. » Alors moi, je m'écroule, je manque de tourner les talons et de me dire « Eh ben, au revoir, on n'a plus rien à faire ensemble si ta meilleure amie est au Front National. » Et j'ai quand même, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué. Il y a quelque chose qui m'a retenu et je me suis dit, mais comment cette fille que j'ai connue, avec qui que j'aime bien, avec qui j'ai des affinités politiques, idéologiques ou autres, comment est-ce qu'elle peut avoir sa meilleure amie au Front National? Là, ça a vraiment été une sorte à la fois de traumatisme à l'époque, mais en même temps de véritable interrogation. Et je me suis dit, j'ai dit, présente-la moi. Et donc, elle m'a présenté sa meilleure amie en question, et qui elle-même m'a présenté ses meilleurs amis du Front National, et j'ai découvert, j'ai mis le pied dans un univers alors que je ne soupçonnais absolument pas, et ce qui m'a le plus, je dirais, déstabilisé, l'étudiant que j'étais, c'était finalement de voir des gens, des jeunes, dont certains étaient cultivés, et qui reprenaient dans la diffusion de leurs idées tout un vocabulaire, toute une sémantique qui était celle que j'avais apprise dans mes propres études, qui était une sémantique de définition de l'identité par un vocabulaire qui venait de l'anthropologie, et notamment emprunté à Lévi-Strauss, ou à Taylor, ou à d'autres noms, j'en passe, de l'anthropologie, ce qui, j'étais pas tellement politisé à l'époque, j'avais pas une grande culture politique, je connaissais encore moins l'extrême droite, donc par la suite, en dépouillant un peu tout ça, je me suis rendu compte que c'était tout le travail qui était issu de la nouvelle droite, plus précisément du Grèce. Et à partir de là, j'ai eu un enjeu d'essayer de comprendre comment des gens qui finalement avaient mon âge à l'époque, avaient globalement les mêmes loisirs que moi, les mêmes centres d'intérêt, j'étais pas face à des bigots, j'étais face à des gens qui faisaient la fête, qui s'éclataient, qui avaient une sexualité comme les gens de leur âge pouvaient en avoir à l'époque, enfin c'était... d'un point de vue culturel, je ne voyais pas la bête noire, je ne voyais pas la bête immonde, je ne voyais pas ça, et à partir de là, c'est là où véritablement est venue toute ma curiosité intellectuelle pour essayer de saisir, pour essayer de comprendre ce phénomène. Voilà, ça c'est la parenthèse, c'est aussi bien de voir qui parle et d'où il parle lorsqu'on s'intéresse à ces questions-là. Et alors, cette démarche, finalement, ça a été la même pour toutes les autres enquêtes que j'ai faites. C'est-à-dire de ne pas m'attacher aux prénotions, comme dit Durkheim. Ça paraît un peu une banalité quand on dit ça, mais lorsqu'on étudie un parti comme le Front National, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire, je pense, un travail honnête à partir du moment où j'essayais de l'appréhender, de l'analyser comme n'importe quel autre parti politique. Il y a un chercheur, un anthropologue qui a fait un travail ethnographique sur le Front National qui est vraiment une bible, et lorsqu'on fait des travaux d'enquête, je vous conseille son ouvrage, c'est Daniel Bizel, qui s'appelle Avec ceux du FN, un sociologue au Front National, qui est absolument un ouvrage, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, et qui justement part de ce postulat pour dire des choses qui n'ont pas encore été dites sur le Front National. Il faut l'étudier comme si on étudiait le PS, comme si on étudiait l'UMP, comme si, et pas en y allant avec un scaphandre, avec l'idée d'en découdre sur le terrain, parce que si on y va comme ça, on va finir par trouver ce qu'on a envie d'y trouver, c'est évident. Et ne serait-ce que, et là j'en viens par exemple à ma dernière enquête, je ne parle pas trop, non, j'en viens à ma dernière enquête, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une enquête sur ce genre de parti, si on veut le comprendre, et on avait eu un débat là-dessus avec Philippe lors d'une émission, télé, où le journaliste m'avait invité pour que je rentre dans la gueule de Philippe et de Pierre Péan, ce que je n'ai pas fait, il était très déçu.
Mais le journaliste ne comprenait pas que lorsqu'on fait une enquête sur un parti comme le Front National, on puisse faire preuve d'empathie. Ça, c'était quelque chose, vraiment, les bras lui en tombaient. Et le fait que je puisse dire, ouais, moi j'ai rencontré des frontistes, je ne partage absolument pas leurs idées. Bon, on est toujours obligé de se justifier quand même un peu. C'est parti. Je vais dire, non, mais je vous rassure, je ne suis pas frontiste. Mais je fais preuve d'empathie. Il y a des frontistes que je peux trouver sympathiques. Et il y en a même qui m'ont ému. Lorsque vous faites une enquête dans le Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont, que vous rencontrez des gens qui sont dans une misère matérielle absolument... je veux dire, on le sait, moi je le savais, je m'en doutais. Et lorsque vraiment on le voit, on le fréquente, on le touche, que en plus ce sont des gens, c'est encore plus intéressant, qui ont grandi dans des milieux de gauche, qui ont grandi dans des milieux communistes, des milieux socialistes, avec des idées, c'était plus le sympathisant PS qui parle, mais des idées généreuses, et qui se retrouvent au Front National. Là, il y a quand même quelque chose sur laquelle il faut réfléchir, et à mon avis, on ne peut pas saisir la logique de ces gens si on n'a pas un minimum d'empathie, si on ne se projette pas un minimum dans leurs problématiques, dans leur désespoir, dans leurs espoirs, et pour comprendre pourquoi ils en viennent finalement à soutenir un parti comme le Front National. Qu'est-ce qu'ils en attendent? Voilà. Bon, je pourrais revenir sur l'enquête après dans le débat. Je voudrais juste conclure là-dessus. Et j'ai été invité plusieurs fois par des partis de gauche, du PS, des syndicats, la CGT, la CFDT, etc., parler du Front National. Et à chaque fois que des mouvements de gauche m'invitent à parler du Front National, j'engueule les mouvements de gauche. Alors, et pourtant, ils me réinvitent, donc je me dis que c'est peut-être pas mal finalement. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Il y a plein de chercheurs qui ont dit ça avant moi. Je pense par exemple, je sais pas, Henri Rey, Françoise Subilo, qui ont fait des recherches sur le PS, qui ont montré qu'à partir des années 80, l'adversaire de la gauche change. L'adversaire privilégié de la gauche, c'est plus la droite, c'est plus le capitalisme, c'est plus l'économie de marché, c'est plus cette internationalisation du capitalisme. Ça devient, comme l'a dit Philippe, ça devient le Front National, ça devient cette bête noire, et on passe de thématiques qui étaient économiques, sociales, alors qu'il y avait certes peut-être des défauts dans leur formulation, à des thématiques de plus en plus sociétales et de plus en plus axées sur ce parti d'extrême droite. Et à partir de là, il y a peut-être un lien de cause à effet et il y a peut-être une réflexion à mener sur est-ce que c'est pas, entre autres choses, à partir de ce moment-là, que la gauche a commencé à perdre le soutien des catégories populaires. En tout cas, d'une grande partie des catégories populaires, puisque à partir des années 80, c'est l'hémorragie. Quand ça n'arrête plus, ça revient de temps en temps, mais sur le long terme, on voit quand même, globalement, que c'est l'hémorragie. Et je pense notamment dans les partis de gauche, et plus précisément du PS, dont je me sens proche, je me justifie encore. Mais... et en plus, je dis ça, on est à l'ENS, donc c'est peut-être pas anodin non plus, mais dans son recrutement, je veux dire, vous prenez les travaux de Savicki, de Lefebvre, qui ont fait des très bons travaux sur le Parti Socialiste. Les modes de recrutement, je veux dire, ça passe par la maîtrise du langage et par les diplômes. Enfin, en tout cas, les modes de sélection, les modes d'élévation dans le parti. Et ce qui fait que... il y a de plus en plus, et je l'ai constaté moi en enquêtant au sein du Parti Socialiste, dans une section, c'est des choses que j'ai constatées moi-même,
Ce qui fait que les catégories populaires finissent par s'auto-exclure de ce parti politique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans mes enquêtes au PS, et c'est des choses que des militants FN anciennement PS m'ont rapporté. Et ils me l'ont rapporté dans les termes où moi-même je l'ai constaté dans mes terrains d'enquête. Et là, à mon avis, il y a une réflexion à mener, une double réflexion, c'est-à-dire une réflexion sur les orientations idéologiques et programmatiques du PS, mais également sur le fonctionnement interne du PS et sur sa manière de recruter et de promouvoir. Et il y a, de cette manière, n'ayant quasiment plus au sein du PS de militants d'extraction populaire, il y a quasiment plus finalement de relais avec l'électorat populaire et de relais pour amener ces problématiques entre guillemets au sommet. Voilà, je conclurai juste là-dessus et je passe la parole tout de suite à Gaël Brostier. Juste un mot si tu veux bien, Gaël, sur ce que dit Sylvain. Moi la dernière, j'ai suivi un certain nombre de meetings de Marine Le Pen, je faisais une chronique pour Nouvelle Obs, c'était observateur du Le Penisme, donc je suivais les meetings, tout ça, c'était un historien dans l'actu, c'est très bien joué. C'est très intéressant les meetings, ce que tu dis, il y a une catégorie populaire par rapport, on voit dans les meetings. Dans les meetings, vous allez avoir des retraités, vous allez avoir un certain nombre de publics. Mais quand le meeting est fini et que tous les journalistes se barrent, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et vous voyez que les gens qui sont manifestement les plus aisés s'en vont aussi. Et moi j'ai attendu pendant 1 heure sur un fauteuil à regarder les gens, qui étaient tous des gens à ce moment-là des catégories populaires, entourer Marine qui avait fini son meeting et lui parler. Je dis Marine exprès parce que c'était Marine, vouloir la toucher, l'embrasser. Et les gens qui étaient là, je veux dire, il y avait les marqueurs des classes populaires nettes dans leur accoutrement, dans le nombre de gens en surpoids, ça va avec l'alimentation, etc. Et donc plus on est dans les catégories populaires, plus ça se retrouve, ça se voyait très clairement, quoi. Et pour ces gens, il y avait effectivement une rencontre là qui se faisait avec elle. Il y avait un désir, une demande, une chaleur autour d'elle qui, moi, m'a tout à fait saisi. J'ai passé 1 heure sur mon fauteuil, tout simplement à les regarder. À un moment, il y a un cadre du FN qui m'a dit « Qu'est-ce que vous foutez là, monsieur Le Bourg, maintenant ?» Je dis rien, je regarde. Et ça, voilà, c'était une toute petite aparté, un petit détail, mais c'est dans des choses comme ça on peut comprendre aussi certains phénomènes d'adhésion, je crois. La production d'une figure charismatique, certes, vous êtes des normaliens, vous connaissez tous Max Weber, j'imagine, bien, il n'y a pas de souci, mais au-delà, il y a des réalités très tangibles, très palpables, quoi. Voilà, pardonne-moi Gaël, en rebond. Et bonsoir. Moi, je ne suis pas du tout, je suis pas spécialiste du Front National, j'ai pas travaillé spécifiquement dessus. Il y a simplement, quand on a sorti Voyage au bout de la droite, il s'est trouvé que c'était le premier sondage, c'était au moment des cantonales, le premier sondage qui annonçait que potentiellement Marine Le Pen pouvait être au second tour de la présidentielle, c'était donc en mars 2011, et que en fait elle a été notre meilleure attachée de presse puisqu'elle a lancé le livre, parce que les journalistes qui au début n'avaient pas le livre, on pensait qu'on parlait du Front National en fait. Or il n'y en a que quelques pages, on en parle effectivement, mais on n'avait pas voulu concevoir ce qu'on appelle la droitisation comme une espèce d'alignement sur les thèses du Front National. Moi, je voudrais revenir sur les 3 livres, évidemment, mais il y a 2 biographies. Je n'ai pas encore lu Dans l'ombre de Le Pen. Il y a 2 biographies cette année qui m'ont semblé extrêmement importantes. C'est d'abord celle de Duprat, que vous aviez faite, et puis, effectivement, celle de Le Pen, qui vient de sortir. Pourquoi ? Parce que d'abord, il me semble extrêmement important de se plonger dans la psychologie et dans la vérité des gens. Cette histoire il ne faudrait pas les décrire comme des êtres humains, ça me fait penser un peu au débat qu'il y avait eu à l'extrême, au moment de la sortie de La Chute, où il y avait un débat, mais faut-il montrer Hitler humain ? Le problème, c'est qu'il n'est pas extraterrestre, quoi. C'est pas de la science-fiction, il a existé, il était humain, il a grandi, il avait une maman, il était triste, et c'est tout le problème. C'est-à-dire que il aimait sa chienne, c'était en plus, Kershaw décrivait de lui dans sa bio des aspects très humains, c'est-à-dire qu'un jour il va jouer au loto et puis loterie autrichienne, et puis il revient, il dit à son copain, tu sais, je vais gagner, c'est sûr, je vais gagner, puis il fait plein de projets, etc. Puis il gagne pas, puis là, tout le monde s'effondre pour Hitler. Et qui est donc un être humain. Bon. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, ce sont 2 bios, je ne le dis pas parce que mes copains et tout, mais qui sont sérieux, c'est-à-dire qu'il est très, très commun de faire des bios non sérieuses. J'en citerai une, notamment, c'est la biographie de Marine Le Pen par Caroline Forest. Et quand vous ouvrez le bouquin, moi j'ai acheté,
bouquin d'occasion, parce que voilà. Je le lis à mes heures perdues, de temps en temps, quand j'ai rien d'autre à foutre, il traîne par terre sur le plancher. Et alors j'ouvre, et il y a première erreur factuelle, Jean-Claude Martinez est fils de Pied-Noir. Bah raté, Caroline, c'est pas vrai. Jean-Claude Martinez est fils d'un républicain espagnol, c'est Serge Martinez qui était fils de Pied-Noir. Donc première erreur factuelle qui démontre que le bouquin, quand vous en trouvez une à la première page quand vous ouvrez au hasard, n'est pas très sérieux. Et en vérité, il y a beaucoup de l'anti-lepénisme qui a été fait de manière assez opportuniste. Je le dis, et bâclé. Ce sont des livres d'opportunité, des livres opportunistes, et ensuite qui servent à se situer dans le débat public français. Il y a une expérience sur laquelle moi j'aimerais revenir, parce que vous êtes que les moins de, je sais pas, les moins de 25 ans ne peuvent pas, même les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, c'est l'expérience du congrès du Front National de Pâques 97 à Strasbourg, qui est en soi, dans le modèle de diabolisation, est tout à fait exemplaire. Parce que moi j'étais étudiant en première année de l'IEP de Strasbourg, et on nous sommait, il y avait eu un refus dans tout l'IEP de signer la pétition contre Le Pen. Et la sommation était telle que la mairie de Strasbourg avait payé des 4x3 avec tous les noms des signataires de la pétition contre Le Pen et contre le Front National. Et les étudiants qui avaient les 4x3, je me souviens très très bien, qui étaient dans tout Strasbourg, affichés dans des trucs de Jean-Claude Decaux, là. Et il y avait les noms suffisamment gros, puisque c'était des suites de noms, des grandes listes alphabétiques de gens qui étaient contre le Front National, et ils cherchaient, voir aux lettres machin, est-ce qu'il y a machin de l'amphi, parce qu'on le soupçonne d'être facho, c'est bon, hier il a quand même signé, tu vois, il a signé, etc. C'est, me semble-t-il, tout l'écueil de l'anti-lepénisme quasi pavlovien, qui consiste à ne surtout pas aller chercher au tréfonds dans la vérité du Front National, sa vérité basiquement humaine, et d'essayer d'en faire une espèce d'objet effectivement diabolisé qui est très commode politiquement. Je citerai, nous on a plus travaillé sur la droitisation, et en général on nous dit « Ah oui, c'est vrai que la droite veut l'alignement sur le Front National ». Et par exemple, quand il y a cette scène assez un peu pathétique pour la gauche, c'est quand Guéant sort ce fameux discours sur l'inégale valeur des civilisations, et qui est inspiré par Roucaute. Et où il y a ce député qui se précipite à l'Assemblée et qui lui dit vous vous rappelez, en gros, Claude Guéant était l'égal forcément de Joseph Goebbels. Il se trouve que c'est une idéologie qui me répugne, que je combats, c'est celle de Roucaute. C'est Yves Roucaute qui a écrit ce discours. Et quand on lit bien Roucaute, qui est un ancien communiste d'ailleurs, mais qui pourrait, comme Barthélemy ou d'autres, devenir fasciste. Non, il n'est absolument pas fasciste. Moi, je combats Roucaute pied à pied sur son idéologie, qui est une idéologie néoconservatrice, qui est une idéologie occidentaliste, mais qui n'est pas darwiniste, mais qui n'est pas celle du Front National, franchement, qui n'a rien à voir avec le Front National. Et il y a tout l'écueil qui consiste à penser effectivement qu'il y aurait une volonté de la droite de s'aligner sur les thèses du Front National. Enfin, moi, ces livres me semblent importants parce qu'ils permettent de faire la distinction entre le personnage Le Pen et le lepénisme, le néo-lepénisme, le post-lepénisme,